Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape du Tour du Limousin. On va faire le débrief de cette journée du côté de la Dordogne, une journée assez calme, hein. On savait que c'était peut-être la seule étape qui pouvait aller au sprint, avoir un petit sprint massif avec peut-être Limoges, mais vous savez Limoges peut parfois avoir des attaques dans les derniers kilomètres sur le circuit autour de Limoges qui sera le même que les années précédentes. Donc il faut toujours faire attention. Là, on savait qu'aujourd'hui, la Dordogne, c'est toujours un petit peu la journée un petit peu plus calme. Demain en Corrèze, ça va être très dur. Plus dur que d'habitude même. C'est une étape du Tour du Limousin très très difficile qu'on va avoir en Corrèze. Pour du Tour du Limousin, encore une fois, où déjà on a souvent des parcours compliqués, mais là, c'est très dur en termes de dénivelé. Et puis, je rappelle vendredi, la dernière étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape. N'hésitez pas à réagir au débat Cosnefroy et Wissasquier, on reviendra là-dessus. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Je rappelle également qu'on fera un débrief de Burgos, Arctic Race, peut-être Danemark, ça dépendra. Mais on fera qu'un débrief complet de ces courses et pas un débrief étape par étape, comme on le fait sur ce Tour du Limousin. Et si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette journée, étape qui a été assez paisible. Bon, comme d'habitude, petite route, du gravier dans les intersections. Bon, ça c'est du Tour du Limousin pur jus. Mais on va dire qu'il n'y avait pas tant de difficultés que ça. C'était un peu moins dur que la veille. Je pense aussi que les coureurs avaient été un petit peu émerveillés par la performance de notre ami Romain Grégoire et que ça a peut-être annihilé un petit peu les envies de certains coureurs. C'est-à-dire s'il y avait eu un écart de 3-4 secondes, pourquoi pas. Quand tu as 47 secondes, c'est très bien que sur cette journée-là, tu ne vas pas récupérer 47 secondes. Donc il n'y avait pas forcément d'intérêt à attaquer, surtout quand dans ton équipe, tu as également un sprinter. Surprise quand même du côté de cette journée, c'est le final. Alors il y a eu un petit peu de tension, mais c'est vrai que sur les 30 derniers kilomètres, je pense comme ça n'a pas roulé très fort, hein, on est arrivé assez tard, on est arrivé, il était 17h30 quasiment, contrairement à la veille, on était arrivé, il était 17h. Ça a été assez nerveux pendant toute la fin de journée. Vraiment, c'était assez chaud sur la dernière partie de course dans cette journée du Tour de Limousin. Mais voilà, étape un peu plus calme. Demain, ça va être très animé. Là, ici, Trélissac, c'était un peu plus calme avec voilà, une étape avec seulement 2300 mètres de dénivelé positif. Et encore une fois, une fin de journée plutôt assez plate du côté de Trélissac. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence tout de suite avec Luca Mozzato, le coureur italien de Arkea. Première victoire, Luca Mozzato sur le Tour de Limousin, mais surtout première victoire chez les professionnels. Et ça, c'est assez exceptionnel, parce que c'est quand même un coureur qu'on voit beaucoup chez BNB Hotel. C'est vrai que ses deux premières saisons chez Dimension Data, où il était dans l'équipe continentale, m'ont pas vraiment marqué, mais depuis qu'il est chez BNB, il a fait vraiment des choses très intéressantes. Mais je pensais qu'il avait gagné au moins une classique, une 1-2 ou une course comme ça. Non, il n'avait jamais gagné de course. Sur le Tour de France, on l'a vu prendre une 4e place, 7e place également du côté de Moulins, 4e du côté de Bordeaux, 6e sur la route Unkoln, 6e également de la route Adélie de Vitré, 5e du Samin. Mais pas de victoire, ça c'est les résultats de cette année, pas de victoire dans sa carrière, ce qui semble assez surprenant. Coureur qui n'a pas encore renouvelé du côté d'Arkea, on est peut-être en train de réfléchir, parce qu'il y a quand même Albanese qui arrive, Mozzato Albanese, peut-être sur des profils qui peuvent être un peu similaires. Ça va peut-être pas donner envie à Mozzato de prolonger dans l'équipe française, surtout qu'il sera au service d'Arnaud Démare, hein. Il aura peut-être beaucoup moins sa carte dans les années à venir du côté de Luca Mozzato.
Mais assez surprenant qu'il n'avait pas de victoire chez les pros jusqu'à maintenant, Luca Mozzato, ce qui me semble assez surprenant. Et là, première victoire sur cette étape du Tour du Limousin. Bon, sur le sprint, il n'y a pas photo, il est au-dessus. Déjà parce qu'il se place plutôt bien. C'est vrai qu'il a réussi à se débrouiller plutôt seul et il arrive à prendre les bonnes roues au bon moment. On sent qu'il cible Cosnefroy, il cible un peu les bons coureurs. Je pense que Lewis Haskell a anticipé un petit peu son sprint et lui, il en a profité à ce moment-là. Mais il fait un bon sprint, Mozzato, un sprint comme ça en faux plat montant, c'est vraiment ce qu'il aime, c'est vraiment là où il est le plus fort. Luca Mozzato, il a été très très bon, mais j'étais assez surpris que ça soit sa seule victoire jusqu'à maintenant chez les professionnels, parce que je pensais que chez BNB il avait gagné une course. Coureur qui n'avait qu'un contrat d'1 an chez Arkea. Alors est-ce qu'il va retourner en Italie? Est-ce qu'il va aller chez Q36.5? C'est comme il est passé chez Dimension Data. Je rappelle qu'une grande partie de ceux qui étaient chez Dimension Data, l'équipe continentale, c'est déjà l'équipe réserve de Q36.5. Mais je rappelle que c'est un peu la même direction que Q36.5. D'où la même couleur de maillot absolument ignoble que QBK. Mais on va voir du côté de Mozzato où est-ce qu'il renouvellera son contrat, mais il a été bon aujourd'hui. C'est pas forcément le sprinter que j'apprécie le plus, Mozzato. Je trouve que souvent il est attendu et il n'y a pas de résultat qui vient derrière. C'est peut-être ce qu'on lui reproche également chez Arkea, mais là ça s'est très très bien passé pour le coureur italien. Autre journée intéressante, c'est Romain Grégoire. Pourquoi Romain Grégoire? Parce que RAS, il n'y a pas eu trop de fatigue. Alors on a mis un petit peu la Danius à rouler. Bon, il a roulé fort, mais il a été bien aidé par Intermarché. Voilà, ils se sont pas retrouvés en difficulté. Romain Grégoire a une journée assez calme. Aux 3 km, il était devant. Ensuite, il a un peu rétrogradé dans les derniers kilomètres. Il n'a pas perdu d'avance au général. Donc ça aussi, c'est très bien pour lui. Il a perdu un peu sur Cosnefroy, mais sinon, et puis il faudra voir s'il n'y a pas des disqualifications de moins avec Cosnefroy et Lewis Haskell au niveau de la direction de course. Mais il a toujours 19 secondes d'avance. Donc ça, c'est plutôt bien. Mozzato était plus dans le classement. Lewis Haskell est à 41 secondes, mais demain je pense que ça passera pas. Et je dirais pas que c'était une journée de récup active parce que sur le Tour du Limousin il n'y en a pas vraiment, mais c'était une journée au calme, une journée plutôt tranquille pour le coureur français. Donc voilà, il n'y a pas eu de soucis pour Romain Grégoire aujourd'hui, ça a plutôt bien marché. Donc voilà, super journée, bonne journée de la part de Romain Grégoire, pas de chute, pas de problème. Un maillot jaune, il n'a pas eu besoin de mettre beaucoup d'énergie aujourd'hui, donc ça c'est pas plus mal, donc c'est pour ça que je l'ai mis au top. Autre coureur au top, c'est Emmanuel Morin, le coureur français, top 10 aujourd'hui, 7ème place pour le coureur de CIC Unant Atlantique. Alors certains me diraient oui, bon, 7ème place, c'est pas si exceptionnel que ça. Oui, sauf qu'il a chuté dans la dernière heure de course. Donc il a été il a été ralenti par une chute dans les 30 derniers kilomètres. Donc forcément, il a dû faire un effort pour rentrer. Ça lui a coûté de l'énergie, donc c'est pas forcément l'idéal, surtout que c'était un moment où la course devenait plus nerveuse, où ça roulait un petit peu plus fort dans le peloton. Donc ça lui a consommé de l'énergie. Mais j'aime bien comment court cette équipe CIC sur ce Tour du Limousin, parce qu'elle ne court pas comme une petite équipe. Elle court comme une grande équipe. Il en a parlé un petit peu, Christophe Riblon, mais c'est vrai qu'elle court vraiment comme une formation qui a des leaders. Donc aujourd'hui, on a protégé Emmanuel Morin, on a mis un mec à rouler devant, on n'a pas couru comme une équipe continentale. Et ça, je trouve que c'est très très bien, parce que c'est une équipe qui fait du bon travail, l'équipe d'Anthony Ravard, CIC Unant Atlantique. On a des jeunes performants qui vont certainement garnir les équipes World Tour dans les années à venir. C'est pas vraiment une réserve parce qu'elle n'est pas rattachée à une formation comme la Conti d'AG2R, la Conti de la Groupama, mais elle travaille pour former des jeunes coureurs de manière un peu différente. Et on lui fait confiance. Elle a un jeune coureur qui va certainement aller chez EF. Je crois qu'il y a un jeune de la DSM également. Voilà, c'est des coureurs qu'on suit, pas forcément
qu'on veut intégrer au Continental, mais qu'on veut suivre. On n'est pas encore sûr de leur potentiel, donc ils ont besoin de se montrer. Je trouve que chez CIC, on fait du bon boulot. J'avais vu également le petit Pedersen, c'était intéressant en début de saison. Là, Emmanuel Morin, c'est bien, voilà, de la part du coureur français qui avait fait deuxième de la Polynésie normande. Pour moi, Emmanuel Morin, c'est un mec qu'on a mis en World Tour, alors qu'il n'avait pas le profil de coureur World Tour. C'est un coureur qui a quand même des défauts, Emmanuel Morin. Pour moi, il avait le profil équipe de deuxième division, genre BNB, ou équipe française de Continental. Il n'avait pas le profil Cofidis. Et j'avais été surpris quand je l'avais vu recruté par Cofidis, parce que, vous savez, je regarde assez peu le calendrier amateur, les courses amateurs, les courses juniors, espoirs. J'ai pas souvent le temps de suivre ça. Mais Emmanuel Morin, j'en avais entendu parler avant qu'il arrive chez les professionnels, mais je sentais que c'était un coureur qui avait du talent, voilà, qui avait du talent pour être professionnel, mais qui pouvait gagner des courses 1-2, voilà, vous savez, 1-2, 1-1, mais pas au-delà, c'est-à-dire pas des courses World Tour, pas des Pro Series. Pour moi, il n'a pas le niveau, ce sont des courses trop difficiles pour lui. Et que ce coureur-là, quand on l'a mis chez Cofidis, je pense que c'était une mauvaise idée. Et je trouve que là, chez CIC Unant Atlantique, il est à son vrai niveau. Et je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il fait pour le moment. Et Emmanuel Morin, peut-être qu'à un moment, il aura un contrat dans une équipe de deuxième division. Est-ce que cette équipe CIC va progresser dans les années à venir? Ça, c'est la grande question. Mais je trouve qu'Emmanuel Morin est intéressant dans ce projet CIC Nantes Atlantique. Et puis, je termine avec un dernier coureur qui a fait une belle journée. C'est Minguenot, Tom Minguenot, le coureur de Van Driesel. Échappé 2 jours de suite. Pour un coureur voilà, de Conti, c'est pas toujours facile, avec un Maxime Jarnet qui a fait encore top 10 aujourd'hui, du côté de Van Driesel, qui fait pour le moment une très belle course. Et Tom Minguenot, jeune coureur, 23 ans, qui est passé par Sojason Espoir, qui est professionnel depuis l'année dernière, pas toujours facile. Voilà, mais qui a montré des bonnes choses, voilà, en échappée, qui a été très intéressant, qui avait pris la 11e place du Tour de Réloir en prenant la 2e place du côté de l'étape de Chartres lors de la dernière journée. Une course où on a souvent un beau niveau du côté des sprinteurs. 3e du challenge Mayennais Fougerolles Duplessis. 72e de la Polynésie normande. Voilà, c'est un coureur baroudeur. Là aussi, pour l'instant, il fait des bonnes choses, je dirais, du côté de Van Driesel. Il s'est bien montré en tête du classement des sprints intermédiaires. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de classement du maillot vert, c'est un classement des sprints intermédiaires sur ce Tour du Limousin. Et puis 2 journées en échappée, c'est pas toujours facile, surtout quand on est jeune coureur dans une équipe continentale. Donc belle performance. Il y a un autre coureur qui a fait ça aussi aujourd'hui, c'est le coureur italien qui était à 9, qui était de Eolo Cometa, Andrea Pietrobon également, qui était en échappée hier et qui est reparti en échappée aujourd'hui sur ce Tour du Limousin. Coureur qui est professionnel, lui, depuis 2020 et qui a un contrat jusqu'en 2024 avec Eolo Cometa, passé par l'équipe U23, passé également par le Cycling Team Friuli ASD. On poursuit avec tout de suite les bonnets d'âne. Je commence du côté des bonnets d'âne avec Cosnefroy et Wysocki. On va faire un autre groupe aujourd'hui avec les deux. Alors du côté de Cosnefroy, moi j'ai pas aimé son attitude. Et je pense qu'il a senti qu'il avait fait une connerie, parce que son interview d'après-course est assez intéressante, parce qu'on voit vraiment le coureur qui a le sentiment d'avoir fait une bêtise et qui se dit j'espère que ça va pas trop me tomber sur le coin de la gueule. Mais j'ai pas aimé son attitude, parce que on règle pas ses comptes sur le vélo après l'arrivée. Alors déjà parce que on prend pas un mec par le col, voilà, on n'est pas en prison, j'ai envie de dire, mais voilà, on n'est pas
chez les bourrins du côté du cyclisme. Et donc j'aime pas cette attitude-là avec le mec qui te prend au col après l'arrivée. Deuxièmement, parce que c'est dangereux, hein, on est dans une zone d'arrivée, il y a des photographes, il y a du public, vous avez des soigneurs. Quand il fait ça à ski, ça le déconcentre, donc il est plus concentré sur la route. Cosnefroy, il aurait pu faire tomber à ski aussi en faisant ce geste s'il s'attendait complètement pas à voir ça. Donc j'ai pas aimé cette attitude-là de Benoît Cosnefroy. Et je trouve que ça n'a pas sa place dans les pelotons. Voilà, ce type de coureur qui veut prendre au col un autre coureur, même s'il est énervé, encore une fois, il est énervé, bon d'accord, il va voir les commissaires, bon, il porte réclamation du côté des commissaires, mais on ne fait pas ce genre de choses. Voilà, ça, j'aime pas aimer cette attitude-là de la part de Cosnefroy. Par contre, qu'il soit énervé, ça, il a tout à fait raison d'être énervé, mais il aurait de mieux canaliser sa colère. Parce que Lewis Haskey, il a une attitude hyper dangereuse sur le vélo. C'est vrai que j'ai vu des mecs dire, si ça avait été Nasser Boigny, Nasser Boigny était vilipendé sur les réseaux sociaux. Je suis totalement d'accord. Ce qu'a fait Lewis Haskey, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux, parce que vu la configuration de l'arrivée, on a des pieds qui normalement des arrivées qu'on ne devrait plus avoir ce genre de barrières, c'est-à-dire des barrières à pied. Ça, on ne devrait plus avoir, même sur des courses comme le Tour du Limousin, on devrait avoir des barrières sécurisées. Ça, après, c'est à l'UCI de faire le job à un moment, de demander des barrières sécurisées. Moi, je ne veux plus voir des arrivées sur les 500 derniers mètres où on a des barrières avec des pieds. Alors, je veux bien qu'on soit sur des courses d'un niveau en dessous. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on est sur des courses d'un niveau en dessous qu'on doit avoir une sécurité d'un niveau inférieur. Donc, on a déjà une configuration avec des barrières avec des pieds. Donc, déjà, Lewis Haskey, il sait très bien que quand il se décale pour bloquer Cosnefroy, il peut entraîner la chute de Cosnefroy. Mais en plus, il a complètement profité de la dérivation des véhicules. Donc il y avait un trou de barrière à cause de la dérivation pour les véhicules, comme il y a sur toutes les courses. Vous avez une dérivation pour que les voitures ne franchissent pas la ligne d'arrivée et ne se retrouvent pas bloquées avec les soigneurs et tout le bordel. Et là, Lewis Haskey, pour moi, délibérément, il veut mettre Cosnefroy dans la voie de dérivation. Ce qui est hyper dangereux. Parce que, imaginons Cosnefroy, là il a été assez habile sur son vélo. Cosnefroy, il ne gère pas super bien sur son vélo, il se retrouve dans la voie de dérivation. Soit il se prend la barrière, mais dans un mauvais angle, et là donc ça peut être très dangereux. Soit il file dans la voie de dérivation avec des voitures qui peuvent être arrêtées le temps qu'elles se garent. Et ça, c'est très très dangereux ce qu'a fait Lewis Haskey. Et pour moi, Cosnefroy doit recevoir une amende, parce qu'on ne doit pas voir, et peut-être des points de pénalité UCI, mais une grosse amende, parce que je ne veux pas voir ce genre d'attitude sur un vélo. Mais Lewis Haskey, pour moi, il doit être déclassé du sprint, parce que ce qu'il a fait, c'est extrêmement dangereux. Et on le voit en plus qu'il décale ça, il part vraiment sur la droite. Il sort vraiment l'épaule sur Cosnefroy en plus. C'est-à-dire qu'il est vraiment sur Cosnefroy pendant au moins 4-5 secondes et il l'envoie vraiment dans la voie de dérivation. Vraiment, son objectif, c'est de l'envoyer sur la voie de dérivation. Donc ça, c'est très dangereux. Et du côté de Cosnefroy, pour moi, il doit avoir une amende. Pas déclassé de la course, mais pour moi, il doit avoir une amende très sévère en France-Suisse parce que je ne veux pas voir ce genre d'attitude-là. Et pour moi, Lewis Haskey doit être disqualifié du sprint parce que pour moi, on n'a pas envie de voir des kamikazes dans les pelotons. Voilà. Et encore une fois, on a disqualifié des mecs pour moins que ça. Donc, un peu de cohérence sur la prise de décision. On avait eu la situation inverse. Boigny avait mis Haskey dans une barrière. Des barrières qui étaient protégées ce jour-là. Et heureusement, parce qu'on n'avait pas des barrières à pied. Boigny se prend 6 mois. 3 mois de suspension, je ne sais plus. J'espère que Lewis Haskey sera au moins disqualifié. Voire peut-être mis hors course, parce que c'est vrai que pour moi, ça mériterait. Voilà, je vous le dis. Disqualification minimum, mais ça mériterait d'être mis hors course. Ce genre d'attitude-là, extrêmement dangereuse dans les pelotons. Je pense que si ça avait été un coureur d'une autre équipe, s'il avait été de Trinity
Lewis Husky, ou si c'était un coureur d'Intermarché ou de Movistar, je pense que les gens auraient été beaucoup plus sévères avec lui. Je poursuis avec les flops avec Tivani. C'est quand même dommage parce que c'est un mec qui a dominé dans le cyclisme sud-américain. Vous savez, ce calendrier sud-américain, les courses colombiennes que maintenant domine Miguel André Lopez. Et donc, c'est un coureur qui a dominé. Et c'est vrai que je me suis dit, on lui donne sa chance chez Coratec. C'est intéressant, parce que c'est quand même un mec qui avait fait un top 5 sur une étape du Tour de San Juan. Et là, je me dis, il va pouvoir montrer ce qu'il sait faire dans le calendrier européen. Il y aura peut-être un petit besoin d'adaptation, mais je pense qu'il peut être très performant. Alors, soit il n'a pas encore réussi à s'adapter, mais bon, c'est quand même problématique pour un mec comme Tivani. Et même, il y a ne pas réussir à s'adapter et finir 40e de l'étape. Ce qui, je crois, est son classement aujourd'hui, derrière un Michael Storer. Quand tu es sprinter, normalement, tu ne dois pas finir aussi loin. C'est vrai que cette année, pour le moment, il a rapporté la Coupa Max Hausny. C'est en Roumanie. Deuxième également du Giro de la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Et le reste, c'est le Tour de San Juan. Pour l'instant, il a eu du mal en termes de sprint. Et c'est dommageable, surtout que Coratec, il y avait des places à prendre. C'est une équipe qui n'a pas forcément une grande concurrence. Attilo Viviani, pour l'instant, on n'a pas vu des grandes choses. Et là, je trouve que c'est dommageable pour un mec comme Tivani. Parce que il est en fin de contrat. Il avait qu'un contrat d'1 an. Moi, si je suis Coratec, je regarde un petit peu ce qu'il y a sur le marché des transferts. Tivani, Mozzato, je préfère mettre un peu plus d'argent et prendre Mozzato que de conserver Tivani. Voilà. Et c'est dommageable parce qu'il avait une vraie chance à 27 ans. C'est rare quand même de réussir à arriver en Europe à cet âge-là. Mais il l'a laissé passer. C'est dommage parce qu'il avait déjà été stagiaire chez UAE. Ça s'était pas très bien passé. Là, chez Coratec, ça se passe pas très bien. C'est dommageable pour lui. Et puis, on a eu quelques coureurs argentins dans les pelotons. Je pense à Daniel Ricardo Diaz, notamment. C'est vrai que pour le moment, ils n'ont jamais été en grande réussite, les coureurs argentins dans le peloton. À part Echedze. C'est vrai que sinon, il y a quand même pas mal de coureurs argentins qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Ça serait intéressant de savoir pourquoi. Est-ce que c'est le fait d'être en Europe qui peut être compliqué pour ces coureurs argentins, ou est-ce que ce sont d'autres paramètres, peut-être un modèle d'équipe professionnelle en Argentine qui ne prépare pas suffisamment bien et qui n'est d'un niveau bien inférieur au niveau des équipes européennes. Et puis je termine avec Hugo Page, là aussi une petite déception pour moi du côté d'Hugo Page, seulement 4e du sprint, derrière un Benoît Cosnefroy. Pour moi, il pouvait faire mieux, Hugo Page. Pour moi, c'était vraiment le favori de cette étape. Il n'y avait pas 150 sprinters. Pour moi, Hugo Page, c'est d'un niveau d'un Mozzato. Donc, il pouvait vraiment aller jouer le sprint avec ces mecs-là. Donc, déception pour moi du côté d'Hugo Page. Mais encore une fois, du côté d'Intermarché, il n'y a quasiment personne pour l'aider. Il est très mal emmené. Et bon, ça c'est un peu récurrent du côté d'Intermarché Circus Venti, c'est que c'est une équipe qui ne sait pas emmener les sprints. C'est bien d'avoir des sprinters, vous avez Guermeil, vous avez Hugo Page, mais ça serait bien de réussir à avoir des mecs pour les emmener, parce que c'est vrai que c'est un peu catastrophique quand même cette année. Et c'est dommage pour Hugo Page, parce que c'est un coureur qui a du talent, qui a plus un profil sprinter qui passe bien les bosses en plus, qui n'est pas mauvais coureur sur des courses 1-1, A2, comme Cadel Evans aussi, Great Ocean Road qui était World Tour, mais sur des courses, on va dire, un peu plus mineures du calendrier. Mais aujourd'hui, il ne peut pas montrer son talent tant qu'il ne sera pas bien emmené. Et puis en plus, c'est vrai qu'il n'a pas eu une saison facile, mais là, je regarde le Tour de Pologne, il n'a jamais été véritablement dans le coup. Pauline Normand, il est 6e, mais il n'est jamais super bien emmené. Et c'était ce qu'on dit de Guermeil, c'est ce qu'on disait l'année dernière de Christophe. C'est un vrai problème chez Intermarché. S'ils veulent avoir plus de résultats, il va falloir vraiment travailler sur les trains,
peut-être qu'il faut renforcer le staff également de ce côté-là. Peut-être que c'est du côté du staff où on a des manquements du côté des sprints. Bon, demain, la Corrèze en cathéter. Ça me rappelle un groupe qui s'est séparé, des chansons horribles. Étape difficile avec une arrivée très dure. Donc on verra ça, on fera le débrief demain à 21h, à la même heure. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mac Production.